paysan. On l'a vu aussi comme une sorte de nationaliste, féministe, etc. Donc voilà le but. Si tu guéris, je vais au Folgoët prier Notre-Dame et la remercier. Le roi guérit, et alors il se passe là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Anne de Bretagne décide non pas de faire un aller-retour direct, ça aurait pris du temps, hein. Il n'y a pas de TGV à l'époque, ça aurait bien duré, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, mais elle décide de faire un véritable tour de Bretagne qui va durer 4 mois et qui va d'une certaine façon la conduire dans les lieux des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Vous savez sans doute, mais ça aussi c'est l'imaginaire, qu'au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, des saints, dit-on, sont venus de la Grande-Bretagne pour évangéliser la Petite-Bretagne, et ces saints qui sont en fait des chefs de clan, enfin ça c'est la théorie de Arthur de la Borderie, en fait c'est eux qui ont fondé politiquement la Bretagne. Et ces saints, je pense à Saint-Corentin par exemple, à Quimper, voilà un exemple, à Saint-Renan, qui se trouve actuellement à Locronan, la ville de Renan, à Tréguier aussi, voilà, Saint-Paul-de-Léon. Eh bien, Anne de Bretagne va faire le Trobrize. Or, ce Trobrize, c'est un pèlerinage qui a été inventé au XIIIe siècle et qui, d'une certaine manière, marque symboliquement le territoire de la nation bretonne. C'est-à-dire institue ces frontières, en quelque sorte, de ce duché depuis multiséculaire, depuis plusieurs siècles. Et là aussi, c'est très intéressant. La Bretagne a gardé les mêmes frontières un millénaire au moins, hein. Il faudra attendre 1941 pour qu'on enlève Nantes, comme vous savez, de la Bretagne. Voilà. Et donc, ce Trobrize qui dure 4 ou 5 mois, ça a été un coup de force politique, justement, puisque Anne de Bretagne a voulu manifester officiellement que elle est reine de France, mais elle est aussi duchesse de Bretagne. Et alors, il faut imaginer, on a peu de sources, encore une fois, vous voyez, je répète, ce que j'ai dit au début, on a peu de sources, mais les quelques témoignages qu'on a montrent que les Bretons ont été absolument enthousiastes. Il y avait des foules immenses pour voir pour la première fois, pour la plupart d'entre eux, même la majorité d'entre eux, leur souveraine. Donc vous voyez, c'est là une sorte d'acte politique, et j'ai voulu justement commencer le livre sur cet épisode méconnu, et ça a mécontenté fortement Louis XII, évidemment, que Anne de Bretagne ose en quelque sorte jouer au roi, si je puis dire, mais dans son domaine à elle, qui est le duché. Alors je précise que y a aussi une deuxième raison. Et la deuxième raison, elle est forte. C'est-à-dire que Louis XII, justement, a refusé le mariage de Claude avec le futur Charles Quint. Et alors que des accords avaient été conclus, alors qu'Anne pensait que Claude serait marié au futur Charles Quint, Louis XII a imposé le mariage de Claude avec le futur François Ier. Et je pense que c'est la raison fondamentale, justement, de ce tour de Bretagne, pour montrer que, non, mon sire, tu veux m'interdire ma liberté de femme politique, mais moi, je suis duchesse, je l'affirme, je te le montre, et je fais le tour de cette Bretagne qui est ma Bretagne. Est-ce que c'est pas aussi un signe de maturité, de lucidité, parce qu'à l'époque, elle est entourée aussi de gens qu'elle peut considérer comme ses ennemis, comme Jean de Rohan, il me semble. Oui. Voilà, elle a déjà un œil averti sur l'entourage de son mari et le sien. Et cet acte d'aller sur son territoire premier en tant que reine, c'est aussi une sorte de maturité qu'elle a. Absolument. Parce que l'acte politique est doublé par une maturité d'observation. Maturité politique, et effectivement, elle est entourée, lors de ce Trobrize, des grands Bretons, c'est-à-dire des représentants de grands lignages. Et vous évoquiez avec raison Jean de Rohan. Alors Jean de Rohan, il y a une histoire très compliquée entre elle et lui. Jean de Rohan l'a trahi. Hein, c'est un des plus grands féodaux. Hein, nous sommes justement, voilà, c'est entre-deux. Entre la féodalité et la souveraineté, si vous voulez. La féodalité, c'est le rapport vertical où un seigneur impose sa puissance, et il y a de très puissants seigneurs en Bretagne, hein, évidemment. Et le duc a lutté sans arrêt justement contre ces seigneurs, ces grands féodaux qui ont voulu eux aussi accéder au duché. Et Jean de Rohan fait partie justement de ceux qui voulaient être ducs. Mais finalement, après moult épisodes que je raconte dans le livre, ils se sont réconciliés. Et finalement, Jean de Rohan, qui a des terres importantes, notamment du côté de Morlaix,
dans toute la Basse-Bretagne, eh bien, il a accueilli Anne de Bretagne lors de ce Trobriez. Il y a même une entrée solennelle extraordinaire à Morlaix, que je raconte d'ailleurs, où un arbre a été dressé. Vous savez, les entrées royales, c'est très important. Les entrées, nous sommes à l'époque où l'État est nomade. Aujourd'hui, l'État est stabilisé, comme vous savez. L'État cesse d'être nomade à partir de Louis XIV, au moment où Louis XIV s'installe à Versailles en 1682. Mais jusqu'en 1682, l'État, c'est un État gyrovague, si je puis dire, un État qui se déplace auprès de ses sujets. Tandis qu'à partir de Louis XIV, c'est un peu la révolution copernicienne, les sujets tournent autour du roi, alors que le roi tourne autour de ses sujets. Anne de Bretagne fait partie de ce nomadisme politique. Voilà. Et donc, à Morlaix, lors de son entrée, la municipalité a fait une chose extraordinaire, a représenté un arbre vivant. Alors, qu'est-ce que c'est un arbre vivant? C'est une sorte une estrade, comme ici. Alors, imaginez un grand arbre avec des branches, et les branches représentent tous les ancêtres d'Anne de Bretagne, à partir de Cognan-Mériadec. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a visualisé en quelque sorte la puissance historique, généalogique du pouvoir d'Anne de Bretagne, remontant encore plus haut que Clovis, encore plus haut que l'histoire de France. Donc vous voyez, voilà, Jean de Rouen a participé évidemment à ce spectacle. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais, vous voyez, le premier chapitre de mon livre, c'est vraiment... Alors j'ai mis d'ailleurs, petite anecdote, 1 an à l'écrire. C'est un chef. Alors vous me direz, là c'est un peu laborieux. Oui, on pourrait parler de la fabrication. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Comment? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. J'ai mis 1 an, oui. 1 an pour à peine 30 pages.